On va la mettre ici. Oui, le terrier se trouve juste là. Aujourd'hui, nous allons essayer d'attraper un animal sauvage pour les besoins de la recherche. Mais il est très difficile de le voir dans son environnement naturel. Bienvenue dans Xenius. Cet animal, c'est le hamster d'Europe. En France, l'espèce est très menacée et elle a presque disparu. Il n'y a qu'en Alsace qu'on en trouve encore. C'est son dernier refuge. Ici, il y en aurait encore 2000 à l'état sauvage. Et nous espérons bien en voir un. En tout cas, on croise les doigts. Pour essayer de savoir quelles sont leurs chances de survie dans notre monde moderne, je vais commencer par chercher dans tout ce champ d'autres entrées de terriers et les signaler avec des fanions. Et moi, je vais essayer de comprendre quelles sont les conséquences d'une alimentation inadaptée pour ces petites bêtes. Le hamster d'Europe fait à peu près la taille d'un cochon d'Inde. À l'état sauvage, son espérance de vie est de 3 ans. Il pèse autour de 500 grammes et mesure jusqu'à 35 cm. Ce rongeur se nourrit essentiellement de grains, de fruits à coque et d'insectes. Il vit dans les champs de céréales et à leur lisière. Pour constituer ses réserves, le hamster remplit ses abajoues de nourriture avant de les cacher dans son terrier. Pendant sa période de torpeur hivernale, qui dure 6 mois, il se réveille de temps à autre pour grignoter. Il y a 50 ans, les hamsters d'Europe étaient encore considérés comme des nuisibles. Ils étaient pourchassés et tués par milliers, et leur fourrure servait à la confection de vêtements. De nos jours, l'espèce a presque entièrement disparu d'Europe de l'Ouest. Il est donc très rare d'en apercevoir. D'autant qu'ils sont farouches et ne sortent qu'au crépuscule. Contrairement aux croyances d'antan, les hamsters jouent un rôle important dans l'écosystème, car en creusant des galeries jusqu'à 2 mètres de profondeur, ils ameublissent le sol. Les renards, les blaireaux et les rapaces sont leurs principaux prédateurs. Les hamsters ne sont pas grégaires et vivent seuls dans leur terrier. Il n'y a qu'à la belle saison que les mâles et les femelles se fréquentent brièvement pour s'accoupler. La gestation est courte et les petits naissent 20 jours plus tard. Les femelles deviennent fécondes dès l'été de leur naissance. Autrefois, elles pouvaient avoir 3 portées par an et à chaque fois une douzaine de petits. Mais les portées d'aujourd'hui sont beaucoup moins importantes. Et puis, de nombreux petits meurent après leur naissance. La moisson des champs peut être catastrophique pour les hamsters, car les engins agricoles modernes récoltent jusqu'au dernier épi. Les parcelles de plus en plus grandes, les pesticides et la bétonisation sont autant de dangers pour la survie de leur espèce. En Alsace, la biologiste Charlotte Courgui essaie d'établir à l'aide d'émetteurs un schéma des déplacements des hamsters dans leur milieu naturel. Il lui faut d'abord repérer les entrées de terriers afin d'y poser des pièges. Et on cherche des trous. Exactement. Donc là, pour l'instant, on va essayer de trouver un trou qui a un diamètre à peu près de 6 à 8-10 cm. Et parfois même, à cette période, il y a aussi un déblai. Donc ça, c'est beaucoup de terre au-dessus. Oh, comme ici. T'as trouvé quelque chose? Mais ce n'est pas trop difficile. Hein? Ah, bravo. Oui, effectivement, ça y ressemble. Le diamètre est bon. Je vais essayer de regarder la profondeur. Quelle est la profondeur maximale? Oh, ça peut aller jusqu'à presque 2 mètres de profondeur. Donc presque aussi grand que toi. Oh là là. Et c'est juste pour un hamster? Et c'est juste pour un hamster, oui. Alors là, à cette période-là, on est au mois de juin. Donc il y a déjà les premières portées sur certains terriers. Et donc les femelles, il y a 2 stratégies possibles. Soit elles vont laisser leur terrier aux jeunes, soit elles peuvent du coup faire sortir leurs jeunes et refaire une deuxième portée dans le même terrier. Et les terriers, ils sont construits comment? Est-ce qu'il y a plusieurs chambres? Oui, effectivement, il y a plusieurs chambres. Donc, en général, il y a 2 galeries. Il y a une galerie qu'on appelle la galerie de fuite parce qu'elle est verticale. Et c'est celle-ci qui, en général, est bien plus profonde. Et après, il y a des galeries obliques qu'ils peuvent utiliser. Et sous la terre, il y a plusieurs chambres. Il y a une chambre où ils vont mettre leur stock de nourriture, notamment pour l'hibernation.
Il y a un endroit où ils vont déféquer, enfin les toilettes en quelque sorte. Il y a un endroit où les femelles vont mettre bas. Donc c'est assez bien organisé comme terrier. Caroline Abold est également biologiste. À Strasbourg, elle dirige un projet de recherche sur l'alimentation des hamsters d'Europe. Des hamsters qu'elle élève dans son laboratoire afin d'étudier l'influence de la nourriture sur leur reproduction. Caroline, vous êtes partie du constat qu'ici en Alsace, la reproduction du grand hamster n'est plus satisfaisante. Et du coup, vous étudiez en quoi l'alimentation pourrait favoriser, améliorer la reproduction. Quel est le lien entre les deux et comment vous avez étudié ça? Tout à fait. Donc, c'est parti du constat qu'en plaine d'Alsace, il y a uniquement du blé à disposition des espèces ou bien uniquement du maïs. Et pour le hamster, cela pose un problème de reproduction puisque les femelles ne trouvent pas suffisamment d'apport alimentaire ou alors elles sont carencées. Et donc en laboratoire, nous avons testé comment pallier à ces carences, c'est-à-dire comment donner suffisamment de diversité alimentaire aux hamsters qui se trouveraient sur des parcelles de maïs, ou bien comment donner un complément alimentaire aux femelles qui seraient sur des parcelles de blé. Et alors qu'est-ce qui se passe si par exemple cette femelle elle se trouve dans un champ de maïs mais qu'elle ne peut pas sortir de ce champ de maïs parce qu'il y a des routes, parce que c'est plus accessible en fait pour avoir un autre type d'alimentation? Alors nous avons montré au laboratoire que lorsqu'une femelle est nourrie seulement à base de maïs, elle va présenter des troubles du comportement, c'est-à-dire qu'elle va immédiatement manger ses petits après avoir mis bas. Et ça, c'est pas normal chez le grand hamster? Non, pas du tout. Les mères, donc, ce sont des rongeurs. Les mères ont normalement un comportement maternel, c'est-à-dire qu'elles vont élever les petits. Même s'il y a de petites carences dans l'alimentation, elles vont quand même essayer d'élever les petits, mais jamais de les consommer elles-mêmes. Pourquoi elles mangent leurs enfants? Alors, c'est parce que le maïs est carencé dans un acide aminé essentiel, le tryptophane, et donc dans les produits du tryptophane, les produits ce que fabrique notre corps, c'est-à-dire la sérotonine par exemple, qui est fabriquée à partir du tryptophane, qui est une molécule qui va jouer un rôle sur le comportement, notamment le soin maternel, et aussi sur la vitamine B3, donc là aussi que la femelle hamster ne pourra pas synthétiser. Et donc elle va avoir ses troubles du comportement, elle va être hyperactive, elle va stocker ses petits avec le maïs, pour finalement les consommer. Quelle est la situation généralement en France des hamsters? Donc c'est une population qui a pas mal décliné. Et là, on estime à peu près la population entre 1500 et 2000 individus. Ce n'est pas beaucoup. Ce qui n'est pas beaucoup, parce qu'avant, il y en avait vraiment partout en Alsace. Et là, c'est quelques petites populations qui sont déconnectées. Et vraiment, là, le but de nos actions, c'est essayer de recréer un maillage favorable entre ces populations. On renforce aussi, donc on relâche des individus pour créer des liens entre les différentes populations. Eux aussi cherchent des terriers. Au printemps, ces membres du groupe de protection des hamsters d'Europe reprennent leurs activités dans la région très densément peuplée de Francfort. Voici Tobias Reiners. Lui aussi est biologiste. Avec son équipe, il cherche au milieu du champ les entrées de terriers récentes afin de les cartographier. Les bénévoles pourront ainsi évaluer le nombre de hamsters qui ont survécu à l'hiver. Là, il y a quelque chose. Même dans les endroits connus pour en abriter, il est rare de trouver des terriers. C'est une galerie de fuite qui doit faire 90 cm de profondeur. Mais comme tout autour, il n'y a pas de reste de nourriture ou de traces de creusement, le terrier est probablement inoccupé. La période de réveil après le sommeil hivernal est vraiment la plus dangereuse pour les animaux. Cet emplacement est complètement à découvert et on peut se demander si l'occupant des lieux a survécu ou s'il a été capturé par un prédateur. Mais quelques mètres plus loin, le groupe trouve l'entrée d'une autre galerie et des excréments qui témoignent d'une présence. Celui-là est occupé, c'est certain. Ces traces sont fraîches. La meilleure année, nous avons recensé 200 terriers ici. Mais depuis, le nombre ne cesse de reculer. L'année dernière, c'était une cinquantaine. Et on n'en a jamais trouvé aussi peu que cette année. L'année dernière, les moissons avaient 4 semaines d'avance. Elles ont eu lieu avant que naissent les deuxièmes portées.
Du coup, les chances de survie de ces portées étaient extrêmement réduites, voire nulles. Souvent d'ailleurs, les parents ne survivent pas non plus. Sauf si on se trouve dans une zone où des mesures de protection ont été prises. Ces mesures de protection aussi sont insuffisantes. Et les surfaces sur lesquelles nous pouvons les mettre en place sont très limitées. De toute manière, le nombre d'animaux qui pourraient en bénéficier est en chute libre. Patrick Stappert est le propriétaire de ces terres. Lui aussi souhaite agrandir les surfaces refuges pour les hamsters. Bonjour. Il nous faudrait une bande fleurie de 10 mètres de large. Pas de problème. Cette bande-là fait 12 mètres. Génial. Ça veut dire qu'il resterait 2 mètres de blé à côté, c'est ça? C'est ça. Super, c'est vraiment parfait. L'agriculteur est sensible au sort des hamsters présents sur ces terres. En coopération avec les biologistes, il sème des variétés de céréales et de graminées spécialement adaptées à leur alimentation. Et il y trouve son compte. Tout le monde y gagne. Moi, en tant qu'agriculteur, la présence des hamsters me protège des projets d'urbanisation sauvage qui grignotent toute la région. Et en échange, j'aide à sauver l'espèce. Je suis content de protéger l'environnement, les sols et la biodiversité. Et tous les agriculteurs qui font comme moi touchent une indemnité pour cela. Mais ça demande du travail. Il faut venir, préparer la surface, l'ensemencer avec des graines coûteuses, et nous ne gagnons pas d'argent là-dessus. Ce genre d'initiative redonne l'espoir de sauver le hamster d'Europe. Nous avons constaté ces dernières années que de plus en plus de projets de construction se montent sur des zones dans lesquelles il y a encore des hamsters. Mais chacun de ces projets, chaque construction de route ne fait que réduire leur habitat. Aujourd'hui, il ne reste plus que de petites populations isolées qui peuvent disparaître complètement en une seule année si elle est mauvaise. Et là où un groupe s'éteint, le repeuplement naturel est souvent impossible, car des autoroutes coupent ces zones des populations alentours et elles deviennent inaccessibles. Tobias Reiners essaie donc d'attraper les derniers hamsters pour les mettre à l'abri dans des refuges ou des centres de sauvegarde de la faune. Au zoo Oppel, à une vingtaine de kilomètres de Francfort, Dieter Seltzer dirige le programme d'élevage. Les cages sont parfaitement adaptées. Les hamsters disposent du double de la surface prévue par les normes en vigueur dans les zoos. Et ils se déplacent librement d'étage en étage. Oui, j'ai l'impression qu'ils sont vraiment bien ici. Vous avez déjà tenté de les faire s'accoupler? Ça fonctionne? Oui, 2 de nos femelles se sont accouplées avec des mâles. Nous pensons que ça a marché, mais on va voir ça tout de suite en vérifiant si elles ovulent ou pas. Pour en être sûr, ils vont réunir une femelle et un mâle dans un clapier spécial. Au début, il faut les maintenir séparés. Il faut quand même vérifier que le couple s'entende à peu près bien. Sinon, ils vont se montrer agressifs et se battre. Et là, ils peuvent risquer de se blesser. Ce n'est pas le but. On fait tout pour éviter ça. Première tentative de rapprochement. La femelle ne semble pas enchantée par l'empressement dont fait preuve son prétendant. Qu'en pensez-vous? Il semblerait que ça ne colle pas trop entre les deux, ce qui est bon signe de notre point de vue. Ça veut sûrement dire que l'accouplement de la semaine dernière a fonctionné. Dans un premier temps, notre objectif est de reconstituer un habitat naturel pour les hamsters. Ensuite, de réussir notre élevage pour pouvoir les lâcher en plein champ. C'est notre façon de contribuer à la survie du hamster dans notre région. Mais les défenseurs des hamsters d'Europe savent qu'ils doivent agir vite, car le temps est compté. Et la population en Allemagne, elle est comment? C'est un peu comme ici en Alsace en fait. On est vraiment, que ce soit en Allemagne ou aux Pays-Bas, on est dans sa limite d'aire de répartition géographique, donc on est vraiment à l'ouest. Et du coup, c'est là où les populations déclinent le plus. Donc par exemple à Bavière, ils sont à peu près à 2000 individus comme ici. Et ils doivent faire des mesures de protection, un peu comme ce que nous on fait en Alsace. Ok. On a vraiment de la chance. Hein. Encore. Ok, super. Bah attends, on va prendre les mesures.
Je n'aurais jamais pensé que ce serait si simple de trouver des terriers de hamsters. Mais ici, on en trouve partout. Est-ce que c'est normal qu'il y a des terriers partout ici? Oui, alors ici, effectivement, il y a eu des lâchers aussi les années précédentes. Donc on essaye de maintenir aussi une population grâce à ces lâchers réguliers. Donc ça ne m'étonne pas trop. Et surtout l'année dernière, l'agriculteur a fait quelque chose de très favorable pour l'espèce. Il a laissé son blé non moissonné. Donc les femelles ont pu faire plusieurs portées dans l'année. Et c'est pour ça qu'on en trouve plusieurs ici. Alors vous avez trouvé un régime qui fonctionne vraiment bien pour la reproduction du grand hamster. Et c'est celui que vous nous avez apporté ici. Et je reconnais déjà le soja. Tout à fait. Donc c'est le régime du soja associé au blé. Et donc nous mesurons comme indicateur de l'effet de ce régime le nombre de petits à la naissance et puis tout au long de la lactation. Et la croissance de ces petits. Donc nous allons voir combien il y a de petits. Je vais enlever la maman parce que c'est un petit peu stressant pour elle de nous voir regarder dans son nid. Voilà. Alors, on va y aller tout doucement pour ne pas les effrayer. Et donc là, on voit, on a 2, 3, 4 petits. Voilà, tout à fait, 4 petits. Déjà en soi, c'est une bonne portée, 4 petits? Oui, c'est une moyenne. Voilà, on a des portées plus grosses, mais par rapport au régime naturel, c'est tout à fait dans la moyenne. Et après, qu'est-ce qui va être important en termes de facteurs pour vérifier qu'ils vont aussi pouvoir bien grandir et pouvoir survivre en milieu naturel? Alors, nous les pesons à peu près une fois par semaine pendant toute la période de lactation. Et nous regardons aussi, bien sûr, au sevrage, s'ils ont une masse satisfaisante pour être sevrés, donc pour passer à une alimentation totalement indépendante de la mère. Et donc là, ils ont quel âge? Je peux en prendre un? Comment ça se passe? Là, ils ont 2 semaines. On a le droit de les manipuler? Oui, on peut les manipuler. Donc, il faut bien sûr porter les gants et puis les manipuler voilà, avec précaution. Ils sont... Voilà. Donc ça, on a un petit bébé qui a 2 semaines. Et ça... Il est assez gros, assez en forme, je dirais, pour pouvoir après aussi survivre dans la nature. Son poids est bon. Alors, il lui faut encore au moins 2 semaines avec sa maman. Pour grandir, normalement, il va doubler encore de taille avant de pouvoir être sevré. Et puis, on va avoir au bout de 1 à 2 semaines, petit à petit, il va se mettre à consommer lui-même les graines en complément de la lactation. Donc, à ce moment-là, il va encore grandir. Et puis ça nous indique aussi à nous qu'il est prêt à quitter le nid. Alors cette combinaison blé-soja, est-ce qu'elle est facile à mettre en place là, pour les agriculteurs en Alsace? Alors ça demande des adaptations techniques, agronomiques, de la part des agriculteurs. Donc là, nous collaborons notamment avec un éleveur de volailles qui est très intéressé par l'association blé-soja parce que le soja apporte aussi des acides aminés essentiels aux volailles, pas seulement aux hamsters. Et donc pour lui, effectivement, il y a des contraintes techniques puisqu'il va récolter le blé en juillet et le soja à peu près 2 mois plus tard. Donc les 2 cultures sont semées sur la même parcelle et donc il y a l'enjeu de récolter le blé sans récolter le soja. Et est-ce qu'il y a suffisamment de diversité génétique? Ça aussi, ça a un impact sur la reproduction? Oui, en Alsace, il y a un suivi génétique des populations sauvages et des élevages. Et à ce jour, il n'y a pas de perte génétique. En Alsace, la population se porte bien, ce qui n'est pas forcément le cas dans d'autres pays. Pour cette femelle née dans la station de sauvegarde, c'est le grand jour. Elle va être lâchée en plein champ, à l'endroit même où ses parents ont été capturés l'année dernière. Quand les animaux sortent de captivité, ils courent un risque élevé de devenir la proie de renards ou de rapaces. Il est donc important que cette femelle se mette tout de suite à creuser son terrier, car elle y sera en sécurité. Nous enlèverons la cage quand elle aura fini de creuser. Ces lâchers permettent d'aider l'espèce à survivre dans la région,
mais il comporte aussi de grands dangers pour les animaux. Il faut prendre beaucoup de précautions au moment des lâchers, car ce sont des phases critiques et assez complexes. Par exemple, il faut éviter que les hamsters courent à découvert dans les champs et tendre des clôtures contre les renards. Si on ne le fait pas, on sait d'avance que tous les animaux lâchés vont mourir. En réimplantant des hamsters dans la nature, on risque aussi de propager des maladies dont ils seraient porteurs. Le repeuplement doit donc se faire dans un cadre très surveillé, sous la supervision des stations de sauvegarde, comme celle du zoo Oppel par exemple. Au sein du département de biologie de la conservation à l'Institut Senckenberg de Francfort, Tobias Reiners se penche sur le profil génétique des populations de hamsters. Des prélèvements de cellules sur des peaux anciennes lui permettent d'établir des comparaisons avec les populations actuelles. En analysant les informations que contiennent ces peaux anciennes, nous avons constaté un recul énorme de la diversité génétique des hamsters d'Europe. Il n'y a donc pas que le recul de leur habitat qui les menace à court terme. Il y a aussi la consanguinité, qui est déjà très répandue. Non seulement cette consanguinité complique leur reproduction, mais en plus elle augmente leur prédisposition aux maladies. Tout cela les rend plus vulnérables au changement, qu'il s'agisse du climat ou des modes de culture dans les champs. D'après les analyses ADN, la diversité génétique des hamsters était beaucoup plus importante il y a 60 ans. Ces tableaux présentent des variations de nombre dont chacun est l'expression d'un gène différent. Les variations sont nettement moins importantes sur les empreintes génétiques des populations de hamsters actuelles. C'est le signe d'une diversité très faible. Les populations qui subsistent aujourd'hui sont séparées les unes des autres depuis des décennies, depuis plus d'un siècle même. Pour rétablir la diversité génétique, il faudrait donc les réunir. Mais à cause des nombreuses autoroutes qui coupent le paysage, le cloisonnement des groupes est tel qu'ils ne peuvent pas se rencontrer pour se reproduire. Ici, on voit le profil génétique d'un petit groupe qui survit au nord de Francfort et qui est menacé d'extinction à court terme. Les nombres que vous voyez là correspondent aux gènes d'un couple de parents et de leur descendance. Ce sont presque littéralement des clones. Cela veut dire que leur extinction est imminente. Pour les sauver, il faudrait renouveler leur matériel génétique en introduisant les gènes d'autres groupes, c'est-à-dire faire des croisements avec des populations voisines. Tobias Reiners a pu établir des modèles génétiques beaucoup plus variés sur des groupes de hamsters établis quelques dizaines de kilomètres plus loin. Avec 5000 hectares de surface non morcelée, ce bout de campagne pourrait faire figure de paradis des hamsters. Cette région est idéale pour accueillir des hamsters. Elle est vallonnée, la terre est bonne car elle repose sur des dépôts de löss et les animaux s'y sentent très bien. Pour favoriser la présence des hamsters, nous avons demandé aux cultivateurs qui exploitent ces petits champs de céréales s'ils pouvaient encore réduire la taille des parcelles. Et ils l'ont fait. Notre chercheur est convaincu que la survie des hamsters passe par des croisements entre les différentes populations subsistantes. Il récolte régulièrement des échantillons d'ADN à l'aide de ses pièges à poils. Cela lui permet d'avoir une vue d'ensemble sur l'état du patrimoine génétique de ses petits protégés. Mais la réimplantation d'une race de hamsters génétiquement saine ne pourra réussir que si, dans leur milieu naturel, leurs conditions de vie s'améliorent. Pour que le hamster d'Europe soit viable, il faudrait lui recréer un habitat vaste et changer tous les paysages. Il faudrait sanctuariser des zones et aussi limiter l'utilisation de pesticides. Tout ça ne peut se faire que si le monde agricole s'y engage fermement. Je suis curieux de savoir si nous avons réussi à en attraper un. Oui, ça a marché. Qu'est-ce qui va se passer maintenant avec lui? Là, on va le ramener à la voiture, on va le peser, on va voir s'il est déjà marqué, si je l'ai déjà eu avant. Puis on va pouvoir aussi prendre des échantillons de poils pour envoyer à Tobias Reiners en Allemagne pour les analyses génétiques. Et puis après, on le relâchera exactement dans le même terrier où il est sorti. Donc du coup, tu peux... Voilà. Et voilà, on peut
peut aller relâcher Xenius maintenant. Salut, Xenius. Et quels sont les critères décisifs qui vont permettre au grand hamster d'avoir une chance de survie pour l'avenir? C'est toutes les actions qu'on fait pour son habitat, donc pour le milieu agricole, notamment avec des pratiques un peu plus vertueuses. Et puis, ce qui est intéressant, c'est que ça ne sauve pas que le hamster, parce que dans ces milieux agricoles, c'est là où on perd le plus de biodiversité. Et donc il y a d'autres enjeux et on espère revoir un peu de perdrix, de lièvres, puis d'autres espèces que le hamster dans ce milieu-là. Merci beaucoup. Oui, merci beaucoup et bonne chance. Merci à vous, à bientôt. Merci beaucoup. Et nous on vous dit tchuss. À la prochaine. À la prochaine. Et toi, Xenius, file dans ton terrier. Comme ça? Au revoir.